l'université de Liverpool, qui a fait une étude absolument remarquable sur l'inflation du prix des esclaves. Il n'y a qu'un universitaire qui peut aller chercher un truc pareil, mais c'est absolument remarquable, parce que ça vous montre bien que dans le monde antique, il n'y avait pas véritablement d'inflation due au fait qu'ils étaient sur le, de facto sur le standard or ou argent. La République de Venise est la meilleure preuve de la stabilité d'un système financier, et regardez comment Venise s'est enrichie. Je veux dire, il suffit d'aller à Venise pour voir tous ces palais, tous ces œuvres d'art, etc., pour voir que le standard or tient la route. Je vous signale aussi que les anglo-saxons ont quand même tout fait pour ne pas revenir au standard or à Bretton Woods, parce que sinon, ça aurait été la France qui serait devenue le premier pays le plus puissant, puisque c'est la France qui avait le plus d'or à l'époque. Même les Allemands n'ont pas osé voler l'or des Français. Ils ont essayé de prendre l'or de la Banque de France, mais ils n'ont pas pu taxer l'or des Français, comme l'a fait, contrairement à ce que fait Franklin Roosevelt en 1933. Donc l'or aujourd'hui, alors ça peut paraître complètement aberrant, mais c'est pas plus aberrant que le système papier qui ne repose sur rien. De toute façon, 3000 ans d'histoire vous montrent qu'aucun système ne peut tenir sur du papier. Il faut que ça repose sur une valeur sûre, en l'occurrence l'or et l'argent. Vous avez 25 000 études universitaires là-dessus, vous avez des livres fabuleux, vous allez à Londres, vous avez un musée absolument extraordinaire, le musée de la monnaie. Vous avez une histoire de la monnaie dans le monde, et vous avez des livres absolument extraordinaires. Les plus grands spécialistes, d'ailleurs, vous montrent bien, et ça aussi c'est intéressant, pourquoi, à votre avis, depuis 3 ans, vous voyez partout fleurir des affiches « Vendez-nous votre or, vendez votre or ». Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui savent pertinemment qu'on va revenir au standard or. Donc ils sont en train de nettoyer toute la population française, espagnole, allemande, etc. Et puis le jour où ils vont passer au standard or, ça va être comme ça. Ah, ben vous nous avez vendu votre or. Et l'or va être multiplié, le cours de l'or va arriver littéralement à des sommets. Pourquoi vous croyez que Blind Masters fait tout pour empêcher l'or de monter, l'argent de monter pour le compte du gouvernement américain? Vous avez un chapitre là-dessus dans le Blind Masters, ça vous montre bien. Marine Le Pen est la seule qui a le courage de dire on revient au standard or. Il faut lui reconnaître ça. Je veux dire, la politique, c'est rien de plus que de l'économie. Tant que vous avez une économie qui tient la route, vous pouvez faire toutes les politiques qui vous semblent. C'est quand rien ne va plus en économie que tout se désagrège. Et Marine Le Pen, pas plus qu'une autre, ne pourra tenir plus de 6 mois si les Français ne peuvent pas faire leurs courses. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pas une question de Marine Le Pen. J'ai entendu Geoffrin, justement avec le débat sur Marine Le Pen, en disant que si on revenait au franc, ça sera l'inflation, etc. Mais ce type est un crétin fini. Je veux dire, quelle était la plus grande inflation? C'est exactement quand on est passé à l'euro. 3 mois plus tard, tous les Français ont réalisé qu'ils étaient tous à découvert. Il y a même eu un communiqué de l'Association française des banques, comme quoi, jamais de l'histoire des Français, les Français n'ont été autant à découvert. Et c'est là où, effectivement, les choses ont commencé à dégénérer. Donc, revenir au franc, et qui plus est donc à un standard, le franc garanti par l'or, amènera en fait de facto les autres pays à vouloir du franc or. Une monnaie stable, les gens recherchent les monnaies stables. Donc ça ne pourra que jouer au profit de la France. Là, de ce côté-là, sur le standard or, je suis entièrement d'accord avec toute cette... tous ces analystes de métaux précieux qui disent, je veux dire maintenant c'est quasiment unanime, c'est une obligation de revenir au standard or. Vous ne pouvez pas continuer à vivre avec une économie de papier. Vous ne pouvez pas payer les gens avec du PQ. Ce n'est pas possible. Vous êtes à la 10e planche à billets là. Donc moi ce qui me choque, c'est que vous me posiez cette question sur Marine Le Pen, au lieu de me poser la question, est-ce que ça ne me choque pas de voir si tous les autres candidats ne demandent pas justement le retour au standard or? Parce que vous voyez bien à quel point c'est irresponsable de leur part. Parce que c'est de la prostitution intellectuelle. C'est aller dans le sens du vent. Par rapport aux anges gardiens, c'est vrai que
beaucoup de gens qui y croient et qui sont guidés par une main invisible qui leur envoie des signes et qui leur dit un peu où est-ce qu'il faut aller, quoi. Est-ce que vous pensez que vous avez été guidé par des anges qui ont voulu que vous fassiez ces livres, ce travail-là, et votre accident? Vous savez, attendez, n'oubliez pas, avant d'écrire sur les anges gardiens, j'étais déjà journaliste et j'étais déjà au service économie du quotidien de Paris. Et je m'occupais à l'époque de tout ce qui était satellite, télécom et informatique. Donc mon travail, si vous voulez, sur les anges gardiens est quelque chose qui est arrivé en plus de mon travail de journaliste. Il se trouve que le succès du livre a fait que c'est l'inverse, c'est-à-dire que on voit plus comme l'auteur avec les anges et on oublie. Enfin, du moins, ça arrange beaucoup de gens d'oublier en disant Jovanovic, il écrit sur les anges, pourquoi il s'occupe d'économie? C'est surréaliste, quoi. C'est un peu l'inverse, vous voyez ce que je veux dire. En ce qui concerne, j'ai jamais eu la prétention de dire qu'une main ou que j'ai entendu une voix me dire, si vous lisez mon livre, d'ailleurs c'est clair, je crois, je ne reçois pas d'ordre du ciel, contrairement à beaucoup d'autres allumés qui disent j'ai entendu une voix faire ceci, ou alors c'est non, pas du tout. Non, franchement non. Je continue, si vous voulez, je n'ai pas bougé d'un iota de mon approche. Comment dire, d'ailleurs mon approche des anges est très journalistique. Beaucoup de d'esprits très cathos me l'ont reproché en disant que j'écrivais sur des choses sacrées, que ça devrait être interdit d'écrire. Vous savez, un jour, un type dans un salon de livre m'a demandé si j'avais reçu l'autorisation du Vatican pour écrire mon livre sur les anges. Et je me souviens de lui avoir dit, écoutez, si vous voulez le brûler tout de suite, vous le prenez d'abord, hein, puis vous le brûlez ensuite. Non, j'ai pas je suis très attaché effectivement aux anges. Je dis, vous l'avez déjà entendu maintes fois, que tout le monde est effectivement un ange gardien, et c'est à partir du moment où vous commencez à vous intéresser à votre ange que des choses commencent à se mettre en place. Maintenant, mon livre, il a plus 15 ans, je crois, donc il continue régulièrement à être réimprimé aussi bien en poche qu'en version originale. Je veux dire, c'est des millions de lecteurs. Je veux dire, ont redécouvert une vie spirituelle grâce à ce livre. Donc là, c'est chaque personne de faire son opinion. Je ne donne pas de directive. Je n'ai jamais eu l'âme d'un gourou. Vous savez, parce que là, franchement, je serais devenu très riche si j'avais fait ça. Je suis le gourou qui parle avec les anges. Venez à moi. Non, j'ai jamais fait ça. Jamais. Donc ça vous montre bien que j'ai toujours cette approche de journaliste avec de faits factuels. Ça permet d'enchaîner sur que vous avez des idées de prochains livres, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont déçus, que vous avez abandonné un peu le côté spirituel pour revenir à l'économie, mais vous dites que maintenant c'est ce qui vous intéresse le plus. Vous savez, la déception des gens, moi j'ai pas... vous savez, écrire un livre... Il y a des gens qui écrivent, qui sont capables d'écrire un bouquin par an ou tous 2 ans, etc., devenir industriel. Moi, c'est pas du tout ça. J'ai besoin d'être passionné par un sujet, et c'est quelque chose qui me prend d'un seul coup. Et là, pendant 1 an, 2 ans, voire plus, je suis comme un sous-marin. C'est-à-dire, je ferme tous les hublots, je ne sors pas, ou quasiment pas, et je travaille jusqu'à ce que je finisse le livre, qui est... Comment dire, dans lequel je trouve une osmose avec un rythme. Voilà. Il y a un rythme dans le Blade Masters, vous avez, d'après ce que me disent tous les lecteurs, il y a ce rythme qui est présent aussi bien dans 777 ou dans Notre-Dame de l'Apocalypse, ou même dans Les Anges Gardiens par exemple. Donc c'est ce rythme de lecture qui fait que et si d'abord ensuite je ne donne jamais à l'avance mes sujets. Ça c'est une règle d'or que j'ai apprise. Vous avez tellement de journalistes, de gens qui vous disent je vais écrire un livre, machin, tu verras, ça va être un... Moi, je ne dis rien, je préfère faire et arriver avec le bébé. Je veux dire, si ça plaît, tant mieux, mais je ne cherche pas, si vous voulez, à plaire à quelqu'un. Vous comprenez ça? C'est chercher... moi, j'ai des auteurs qui me disent, ou des gens qui me soumettent des manuscrits en disant vous allez voir, c'est formidable, j'ai fait une étude de marché, ça va... Ça va pas. Un livre,
c'est pas un produit. C'est ce qui a ruiné d'ailleurs des grandes maisons d'édition, hein, où ils ont mis des directeurs marketing qui venaient de chez Procter & Gamble, parce qu'un livre, ils partent du principe qu'un livre c'est comme une lessive, quoi. On peut refourguer n'importe quoi à n'importe qui. Ils n'ont pas compris que c'est un truc intellectuel, je veux dire, un lecteur. Moi, je suis très honoré que des lecteurs me prêtent 3 heures, 4 heures, 8 heures de leur temps, enfin cérébral, et que lisent mes livres. Je suis extrêmement honoré de ça. C'est beaucoup d'auteurs oublient qu'il y a quand même une relation passionnelle entre un lecteur et l'auteur, hein, en règle générale. Donc c'est ce qui me vaut beaucoup d'admirateurs et également beaucoup d'amis, comme vous pouvez imaginer, hein, comme Bernard Werber, pareil. Il est détesté parce que vous vous rendez compte, les Français le lisent. Hein, donc forcément, il fait des jaloux. Voilà. Comment vous expliquer ? Je considère, si vous voulez, que mes livres sont mes enfants, d'une certaine façon. La preuve, si vous voulez, c'est que depuis 15 ans maintenant, ou 20 ans, je ne sais plus, mon premier livre est sorti en 93, je crois. Depuis 15 ans, je n'ai jamais perdu le contact avec mes lecteurs. Et c'est ce qui valide, si vous voulez, un livre. Un livre, vous avez des livres qui sortent et puis qui ne sont jamais réédités. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un livre mort. Les vrais livres, c'est ceux qui sont réédités en permanence. Ça veut dire qu'ils répondent à l'attente de lecteurs, ou du moins à des interrogations des lecteurs. Alors, si en plus ça répond dans le temps, c'est encore mieux. Donc voilà, j'ai la prétention effectivement de prendre mon temps pour écrire mes livres. Mais là, sur les 3, si vous voulez, le Notre-Dame de l'Apocalypse a donné 777, et dans 777, vous avez déjà une mention de l'équipe de la JP Morgan, de l'équipe de Bullet Masters, sur les crédits dérivés. Donc il était logique que je fasse un zoom sur... j'ai pas été déçu du voyage. Parce que ce que vous devez savoir, si vous voulez, c'est que mes livres sont comme des enquêtes. Mais au fur et à mesure que je découvre les choses, le lecteur le découvre en même temps que moi. Vous voyez ? Donc c'est comme... Et je crois que c'est ça qui fait c'est ce qui plaît du moins dans mes livres auprès des lecteurs. C'est des enquêtes journalistiques typiques. Donc il y a des sujets sur notre forum, et il y a beaucoup les questions sur 2012, 21 décembre, qu'est-ce qui va se passer. Alors il y en a plein qui imaginent des choses, des éruptions solaires, parce qu'ils ont lu Notre-Dame de l'Apocalypse. Alors ils disent que c'est le soleil qui va nous détruire. Il y en a d'autres, c'est la fin du monde, la fin des temps, Troisième Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous pensez pour 2012 ? J'ai pas le sentiment que 2012, le 21 décembre 2012, soit la fin du monde. Disons, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'une ère. C'est totalement différent. J'ai écrit Notre-Dame de l'Apocalypse, alors qu'à la base, en fait, c'était... j'ai toujours été passionné par les histoires de climat, d'une part parce que je l'ai déjà expliqué, jeune journaliste en 85-86, je voyais les titres du Figaro qui disaient « il n'y a pas de dérèglement du climat ». Alors que tous les paysans, enfin du moins ceux avec lesquels je discutais, s'étaient bien rendu compte qu'il y avait fondamentalement un dérèglement du climat. Donc déjà, c'était les premiers mensonges scientifiques. Aujourd'hui, clairement, les Russes, du moins ça c'est la position des scientifiques russes, c'est que la planète, la planète Terre est rentrée en fait dans une espèce de nuage différent, donc avec une position dont on ignore. Et effectivement, ça agit sur le soleil. Donc c'est un peu comme le TGV, vous voyez, quand vous êtes en tête du TGV, vous êtes en gare, mais le reste du TGV n'est pas encore en gare, il est toujours sur les rails. Donc on va traverser cette zone, et donc il se peut que, effectivement, que le soleil ait des réactions absolument épouvantables, et c'est l'objet même du miracle, du fameux miracle de Fatima. Pour lequel d'ailleurs j'ai retrouvé tous les papiers des journalistes de l'époque. C'est vraiment très très intéressant. Moi j'ai jamais dit dans mon livre que 2012 c'était que je marchais sur ce point-là. En revanche, le point commun c'est le soleil. Le fait que le soleil se fâche, effectivement, ça c'est un dénominateur commun. Nous, avec nos mots, avec nos trucs scientifiques, etc., tempête du soleil, tempête solaire, la NASA a envoyé des satellites, blabla. Les Aztèques, les Mayas, les Toltecs, ils disaient tiens, le soleil il va nous manger.
Oui, mais techniquement, le dénominateur commun est le même, c'est le soleil. Je suis pas du tout. Je suis pas chaud pour, si j'ose dire, pour la fin du monde.